Binsamou, un, était non seulement au téléphone à tout instant avec Sassou, et ceux qui étaient proches de lui le savent, ils le disent eux-mêmes maintenant. C'est maintenant les langues commencent à se délier, mais aussi, très important, c'est que, par exemple, quand il dormait, on disait qu'il était à Soumona, il dormait à Soumona, il dormait jamais à Soumona. On venait le prendre pour le déposer pratiquement chaque soir à Mbamou. Est-ce que j'espère que c'est documenté ce que vous êtes en train de dire? Mais vous savez, depuis que je vous parle, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous dire le contraire? Bonjour, maître Dominique Nkunku, et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons aborder le volet judiciaire du dossier sur le génocide des Lari. Il s'agira donc de nous rappeler un peu le contexte des événements, de nous dire les motivations qui vous ont poussé à vous intéresser à ce dossier et bien entendu les faits incriminés. On n'oubliera pas non plus les prétendus coupables. Voilà sur quoi va porter notre émission aujourd'hui, votre émission Droit de savoir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV, je suis Christian Perrin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci donc d'avoir choisi TLR TV. Bonjour, maître Dominique Nkunku. Bonjour à vous, monsieur Perrin, et félicitations pour votre combat, qui est notre combat aussi. Merci beaucoup, merci. Alors, maître Dominique Nkunku, dernièrement, nous avons parlé de votre livre, Le génocide des Lari. Aujourd'hui, nous avons dit, et comme je l'ai d'ailleurs rappelé d'entrée de jeu, nous allons parler du volet judiciaire de cet événement tout à fait malheureux. Alors, vous avez décidé donc de porter plainte contre le gouvernement congolais pour crime contre l'humanité, j'allais dire pour génocide. Mais dans un premier temps, vous ferez mieux de nous rappeler un peu le contexte des événements, sachant que le gouvernement congolais parlait d'une traque d'un fugitif qui avait trouvé refuge dans le département du Poul. Il s'agissait donc de traquer monsieur Frédéric Binsamou. D'abord, merci infiniment d'avoir ce courage de pouvoir présenter dans une grande émission comme la vôtre, qui de plus en plus d'ailleurs, je vois, est très suivie par tous les Congolais. Hein, beaucoup de Congolais m'en parlent. Et donc, c'est du bon travail que vous faites. Et surtout d'avoir le courage, parce qu'au Congo, moins on dit les choses, mieux on croit se porter. Or, ça devait être le contraire. Et ça devait être le contraire parce que pour trois choses, j'ai écouté une jeune virtuose qui s'appelle Forest. Forest, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une congolaise qui est musicienne, qui est artiste et qui a chanté un chant Minginita. Minginita, si on l'arrête, ça dit, je dirais, j'ai beaucoup de choses à dire. Et il se trouve que quand je parle, il y a des personnes qui sont se mettent en colère, qui sont dans des situations d'agressivité, qui vous demandent même de réponse, mais je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Celui qui l'a demandé, il a oublié qu'il a fait une confession chez les militants d'En Marche. Mais bon, vous savez, hein, souvent que la mémoire et les hommes politiques, et les femmes politiques aussi d'ailleurs, il y a un problème. En tout cas, je voudrais préciser ce point, dire que ce que je veux, ce n'est pas d'amener les gens sur les bûchers. Ce que je voudrais, c'est que nous apprenions à sortir de cette page qui est ce que Sonny Lawitansi appelait la parenthèse de sang, dans laquelle Sassou a piégé beaucoup de personnes. Et je crois que la communauté congolaise, dans son ensemble, serait heureuse que ces gens qui ont été entraînés dans cette sorte de mensonge politique, et je dirais même du crime politique, arrivent à témoigner, à dire.
à dire, et je crois que c'est de là que sortira une sorte de réconciliation. Et non Mais pas à maître, vous faites allusion à quel crime, le génocide ou bien les autres crimes politiques? tous les crimes politiques. Je crois que le Congo est peut-être le seul pays au monde qui est entré dans une vie politique qui n'est caractérisée que par des crimes. La preuve, nous avons vécu, et on voudrait même l'oublier maintenant, le feuilleton de la mort de Kolela, Gibrice Kolela. Mais Gibrice Kolela, je dirais, c'est un peu l'achèvement de tout ça. Quand on regarde toute la chaîne, les Ngwabi, le Cardinal, le Massamba Deba, tout ce monde, en fait, vous voyez, et ça, c'est les plus illustres. Mais combien d'intellectuels on a perdu? Combien de personnes, vous voyez? Le crime est devenu comment un Il a été mot de banalisé, domination. vous voulez dire? Mais plus que banalisé, en fait, le crime détruit l'avenir du Congo. Le Congo est devenu un pays sans avenir. Puisque je crois que c'est une de vos émissions qui présentait les jeunes qu'on tue maintenant n'importe comment, vous voyez. Et alors, un pays qui n'a pas de jeunesse, comment voulez-vous qu'il puisse prétendre et comment il peut lutter contre les autres pays ou être en concurrence avec les autres pays qui protègent au contraire leur jeunesse, vous voyez. Donc, beaucoup d'intellectuels, et je redis cela, beaucoup d'intellectuels, et j'ai les dossiers, beaucoup d'intellectuels sont entrés dans le jeu de Sassou. Beaucoup d'intellectuels, même pour aller aux élections, on leur donne de l'argent. Et quand ils vont aux élections, en fait, au dernier moment, ils s'éclipsent pour que Sassou continue à avancer. Et ce jeu-là doit s'arrêter. Et quand je parle de telle personne, mais je ne parle pas en l'air. Et quand je parle de telle personne ou telle autre, je lui donne l'occasion pour parler, pour dire, et peut-être aussi pour prendre des excuses à la nation. On en a besoin de savoir. Je crois que c'est chez les Larry, on dit quand tu te trompes de chemin, vous voyez, quand tu te trompes de chemin, reviens Au carrefour. au carrefour, vous voyez. Et donc, et ce carrefour, c'est l'avenir du Congo. Et donc, moi, je veux maintenant qu'on entre dans la construction du Congo. Je voudrais lancer un appel dans un mouvement que j'ai envie d'appeler notre nation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des gens de quitter leur parti, de quitter leur groupe, ainsi de suite, mais je voudrais un rassemblement des Congolais, mais autour de la vérité, pour qu'on puisse penser notre nation en dehors de cette parenthèse de sang qui a été longue, malheureusement, pour qu'on puisse Et vous avoir... pensez que cette parenthèse a été refermée, c'est ça? Mais il nous appartient de la refermer. Il nous appartient de la refermer. Ceux qui ont été, je connais un intellectuel qui était devenu le majordome de Sassou, c'est-à-dire quand vous allez voir Sassou dans le 8e, c'est lui qui ouvrait la porte, c'est humiliant. Mais si ce monsieur refuse, mais il n'y aura plus personne qui jouera ce rôle-là. Les gens qui soutiennent, à qui Sassou demande au téléphone d'aller tuer telle personne, telle autre, si ces gens refusent, il n'y aura plus de mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, j'ai envie d'amener les Congolais, d'appeler les Congolais à un mouvement commun. Et je voudrais même que cette notion soit traduite dans beaucoup de langues. Notre nation, Mbokana Biso, Nchieto, vous voyez? C'est-à-dire qu'on comprenne que l'enjeu que nous avons actuellement, c'est l'enjeu de la construction. Et j'appellerai même ceux qui entrent dans ce mouvement à une sorte de rassemblement physique, si les conditions sanitaires le permettent, peut-être à la fin de mars, pour qu'on puisse vraiment nous regrouper. C'est-à-dire, donc cela pour dire que nous avons à construire notre nation. Nous n'avons plus le temps d'entrer dans des sortes de querelles de chapelles, de querelles de ceci. Et ce sera là, Maître Dominique Nkunku, et ce sera là une manière pour vous de rebondir en politique, c'est ça? Pour moi, je ne sais pas si c'est pour moi, mais je dis que d'introduire le Congo dans une vraie politique. Vous comprenez? Et cela est important. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que quand je parle du génocide de Lari,
les premiers qui en étaient offusqués, c'est des gens qui disaient que ce n'est pas le génocide de l'Arri, c'est le génocide du pôle. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que le génocide n'est pas un cadeau. Le génocide, c'est même une honte pour une nation. Et donc, quand il s'est produit chez les Lari, c'est ce que moi j'ai constaté, je parle de ce génocide-là. Il aurait été chez les Téké, j'aurais parlé du génocide des Téké. Il aurait été chez les Mboshi, j'aurais parlé du génocide des Mboshi. Mais il est important d'arriver à avoir une logique. Il faudrait que la nation entière se mette debout pour que cela ne se produise, comme on dit partout, on dit souvent plus jamais. Vous voyez, pour qu'on arrive à dire plus jamais le génocide au Congo, plus jamais des mercenaires à la tête de l'État du Congo. Et quand on aura pris conscience de cela, alors nous serons vigilants et nous allons nous battre. Troisième point, oui, mais maître Dominique Nkunku, je vais donc relancer ma question. C'était de nous dire tout de même, de revenir sur le contexte, bien sûr, de ces événements, de ce génocide. Oui. Quelle est votre version à vous? Je vous ai rappelé que pour le gouvernement congolais, c'était la traque d'un fugitif, Frédéric Binsawou, qui avait trouvé refuge dans le département du Poul. Par rapport à cela, je crois que c'est une personne, une dame même de RFI, je pense, si je me trompe, je prie l'institution de m'en excuser, mais qui avait dit où les militaires congolais, c'est moi qui traduis, c'est vraiment des idiots. S'ils sont incapables d'attraper un seul individu, toute une armée congolaise incapable d'attraper un individu, ou le politique congolais est idiot parce qu'il a le sentiment de faire croire au monde entier que tout le monde les prend au sérieux. Binsawou, était non seulement au téléphone à tout instant avec Sassou, et ceux qui étaient proches de lui le savent, ils le disent eux-mêmes maintenant. C'est maintenant les gens commencent à se délier. Mais aussi, très important, c'est que, par exemple, quand il dormait, on disait qu'il était à Soumona, il dormait à Soumona. Il ne dormait jamais à Soumona. On venait le prendre pour le déposer pratiquement chaque soir à Mbamou. Et j'espère que c'est documenté, ce que vous êtes en train de dire. Mais vous savez, depuis que je vous parle, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous dire le contraire? Non. Et pourtant, j'ai dit des choses graves, quand même, peut-être des choses qui n'ont jamais été dites jusqu'à présent. On peut donc vous croire, de toute façon, c'est la parole d'un avocat. Mais maître, donc vous étiez en train d'expliquer le contexte des événements. Comment ça s'est passé? Que s'est-il passé exactement pour qu'on en arrive là? Je pense qu'il y a déjà Sassou qui avait mis en place ce fameux plan Mouebara, que vous connaissez vous-même, vous voyez. Et ce plan, non seulement c'est un plan qui devait envahir le Poul, le Niari, toutes ces choses-là, mais petit à petit, en fait, ça a été focalisé uniquement sur la population qui habite ce que j'appelle les terres Lari, les pays Lari. Mais derrière les tracts, on fait déplacer Ntumi, on le met à Mayama, et donc on traque la population de Mayama, on les met à Kindamba, et ainsi de suite. Il arrive à Soumona, c'est tous ceux qui sont autour de Mbamou, qui sont autour de Ngela, qui sont attaqués. Et encore plus, quelque chose que vous savez. Mais au fait, pendant que, permettez qu'on s'arrête un instant à ce niveau-là, Maître Dominique Nkunku, lorsque vous parlez de Frédéric Binsawou, selon les informations que moi j'ai, il serait de Soumouna. C'est cela. Et vous aussi, apparemment, vous êtes de ce village. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Et puis, je peux attester, et cela, comme on dit souvent, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je mettrai ma main au feu. Binsawou ou Ntumi, hein, c'est comme cela, je crois qu'il s'est appelé. Ntumi n'a jamais vécu. Lui, alias Pasteur Ntumi, oui, c'est comme ça, c'est le nom. Il n'a jamais vécu à Soumona. Moi, je connais toutes les familles de Soumona. Parce que non, jamais vécu à Soumona, c'est bien différent de naître à Soumona ou d'être originaire de Soumona. Il a vécu dans la période de l'occupation, bien sûr, la période de la commission du génocide. Mais il n'est ni né à Soumona, ni n'a grandi à Soumona. Et cela, justement, je voudrais qu'il me donne la preuve qu'il est et vraiment aussi, ses parents ne sont pas de Soumona, c'est cela? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais je ne connais même pas ses parents.
Je ne connais même pas ses parents et je les aurais connus, au moins la racine. Vous savez, les villages, c'est des grands quartiers, hein, des grands quartiers, les gens se connaissent, les gens se fréquentent. Enfin, ça dit que c'est impossible qu'on ne connaisse pas. Moi, quand je dis, par exemple, ma grand-mère s'appelait Ntsona, ceux qui sont de Soumana savent où habitait Madame Ntsona, vous comprenez? Donc, c'est impossible, c'est impossible. Et votre père C'est aussi la plus... vivait à Non, Soumouna, c'est non, cela? c'est le côté maternel. C'est le côté maternel parce que mon père vivait s'appelle Ngamisaku. C'est une autre région, c'est vers Ngangakobo, vous voyez, Ngangakobo, Mayanou, toute cette région-là. Et donc, ça, c'est le côté paternel. Et le côté maternel, c'est Ngamiye, et puis Sumuna, Ngela, toutes c'est des régions, des villages qui sont, des villes qui sont connues. Donc voilà, je suis là, j'ai grandi là, même en étant jusqu'au moment où j'étais en université, je repartais pour voir ma grand-mère. Donc c'est une évidence que Ntoumi n'est pas. Une filiation 100% du pôle. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Oui, oui, mais justement, peut-être c'est aussi l'important de le dire parce que moi, je suis né d'un père Lari et ma mère est métissée, Bateke et Lari. Et quand je regarde ce qui s'est produit dans ma famille, il y a une sorte d'attraction qui fait que l'aîné de mes sœurs a épousé un monsieur de Mosenjo. Tout récemment, je venais d'apprendre que un des soupirants, enfin le soupirant, c'est même pas un des soupirants, le soupirant de ma nièce, sa première fille, est Mboshi. Donc, c'est pour dire que beaucoup de gens pensent que j'ai abordé cette question et que cette question m'importe parce que je suis Larry. Oui, je suis Larry, j'ai grandi chez les Larry, c'est eux qui m'ont fait la grâce de m'élever, ainsi de suite. Mais c'est une question que j'aborde d'abord en tant que chrétien, parce qu'en tant que chrétien, je considère que l'homme est créé, on appelle ça en théologie, imago Dei, à l'image de Dieu, et que la vie de l'homme, il y a une sacralité importante, la vie de l'homme est sacrée. Donc, je ne peux pas accepter qu'un pays vive d'abord sous le crime, et puis deuxièmement, se mette à tuer mais les innocents, des gens qui n'ont rien fait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que c'était quand même un crime à huis clos. Même la communauté internationale n'avait pas accès à toute cette région. Mais pendant ce temps, on tuait. Mais on tuait où? Uniquement dans cette partie-là. Évidemment, probablement qu'on reviendra là-dessus, mais je voulais d'abord comprendre le personnage de Frédéric Binsamou. Vous avez dit qu'il n'est pas de Soumana. Est-ce pour autant aussi qu'il ne serait pas aussi du pôle? Je ne pense pas qu'il soit du pôle. Je ne pense pas. Parce que vous savez, le Lari, vous qui êtes congolais, vous le savez, surtout à Brazzaville, il fut un temps où la plupart de la population de Brazzaville ou entendait le Lari, ou comprenait le Lari, ou parlait le Lari. Et c'est même pas que ce soit imposé, mais disons, c'est un peu cette cohabitation qui existait là-bas et qui a créé cela. Donc, que Ntoumi ait appris à parler Lari, ça ne me paraît pas impossible. Mais qui nous dit sa filiation? Mais moi, j'ai besoin de le savoir. Et qu'il justifie cette criminalité qu'il a développée. Parce que c'est quand même, il s'est prêté à ce jeu. On raconte même que tout d'un coup, il prophétisait, allez là-bas, vous allez trouver des armes. Alors qu'on venait lui dire qu'on va déposer les armes. Ça on l'a appris même, ça doit être le procès, le procès qui s'est passé à Le Brazzaville. Dabira, oui, au procès de Dabira. Et oui, on l'a expliqué comment on livrait les armes. Et on continue à développer une sorte de mythe. Il y a même des gens qui disent je suis une fourmi, mais devenez une fourmi, faites ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné, il faut vivre dans la vérité. Quand vous tuez, vous rendez complice vous justifiez que l'on puisse tuer. Et vous savez, par exemple, à Kindamba, j'ai ma famille par alliance là-bas. Vous savez, Kindamba, c'était des grands éleveurs de bœufs, de tout cela. Mais tout ça a été décimé.
Tout ça a été décimé. Alors évidemment, vous dites tout ça a été décimé, les rapports par fond État, selon le rapport que moi j'ai lu, c'est des centaines de villages qui ont été en fait rasés, qui n'existent plus, des arbres fruitiers coupés. Bref, revenons sur votre dossier à vous, puisqu'il s'agit de parler du volet judiciaire de votre, disons, sur le génocide et l'Ari, comme vous le dites. Comment est-ce que vous avez pu documenter votre dossier? Comment avez-vous fait? Où avez-vous trouvé les éléments? Qui vous les a rapportés? Bon, Vous êtes allé sur le terrain? d'abord, toutes les sources ne peuvent pas être dites pour des raisons, vous savez, des raisons à la fois politiques, mais aussi, quand vous êtes dans un pays criminel, vous êtes obligé de protéger les gens. Oui, et d'ailleurs, même la CPI admet le principe de la protection des clients, des témoins. La CPI arrive même on appelle ça anonymiser les noms, les clients des victimes ou des témoins, parce que on sait bien que dans un pays qui vit sans foi ni loi, aller tuer quelqu'un, je dirais, c'est devenu pratiquement du plan quotidien. Donc, comment est-ce que nous avons documenté? La première chose que nous avons faite, c'était déjà de constater l'événement. Vous savez, quand on parlait de la guerre du pool, justement, personne n'en parlait. On entendait. Parfois, c'est RFI qui nous disait qu'ils sont en Anguilla, ils sont ceci, ils sont en Mayama, ainsi de suite. Mais ce n'était jamais même les politiques congolais. Oui, mais qu'est-ce qui peut finalement justifier cette attitude des politiques congolais qui se sont tus durant toute cette période du génocide? Ça a quand même duré 2 ans par là. Moi, je crois que c'est justement, quand je parle de la vérité, c'est cela, vous voyez. On a développé une sorte de politique, je crois que c'est un sociologue français qui parle de la politique du ventre, vous voyez. On a développé une politique du ventre qui accepte que l'on puisse tuer normalement. Et quand on tuait là-bas, personne ne posait des questions. Mais les militaires y vont. Actuellement même, je crois que j'ai appris qu'il y a encore des militaires, mais sauf que ils n'osent plus se livrer à cette sorte de vantardise qu'ils avaient depuis la sortie de mes 2 livres. Vous voyez. Donc, il y a une sorte d'omerta, une sorte d'omerta qui a fait fonctionner la politique congolaise. Il ne faut surtout pas parler. Et l'omerta a conduit une sorte de terreur. C'est une vie sous la terreur. J'ai appris que le président de l'Assemblée avait dit, mais on est tous dans le système, il faut aller jusqu'au bout du système. Oui, le bout du système, c'est quoi? C'est la prison. Ça ne vous a pas donné l'impression qu'il y a eu une complicité internationale parce qu'on ne peut pas justifier aujourd'hui. C'est vrai que les politiques congolais se sont tus, mais il y a eu également le blackout médiatique, surtout avec les médias étrangers, même les plus réputés. Je pense que moi, Soufiane, il y a un moment que je suis en France, j'ai beaucoup d'admiration pour la qualité de ce pays, l'histoire de ce pays, mais je pense qu'à un moment donné, au nom du pétrole, la France a mal joué son jeu, sa présence, vous voyez, et je pense qu'à un moment donné ou un autre, la France, non pas en répondra, c'est pas une menace que je lance, mais je dirais, il y a des hommes et des femmes d'une grande conscience en France, et qui d'ailleurs ont pu, s'il y a eu des choses qui ont fuité, c'est quand même, en fait, la communauté internationale a mis à la disposition de ceux qui pouvaient parler des informations, et ces informations, évidemment, n'était pas disponible pour tout le monde. Mais on y a eu accès. Je vous ai parlé de Irine à l'époque, vous voyez, parce que c'est grâce à Irine que moi j'ai reçu des informations. Irine est un organe qui travaille beaucoup avec les Nations Unies. Donc, toutes ces informations étaient disponibles. Mais évidemment, ce n'était pas disponible pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est à partir de là que j'ai pu faire le recoupement des bombes. Et c'est à partir de là également que l'État congolais a été piégé.
parce qu'ils croyaient le fait d'interdire l'accès même à des organismes internationaux, c'est comme si vraiment on peut encore penser des choses pareilles. Ils croyaient que l'information ne fuitait pas, mais c'est plus que fuiter. Toutes ces informations circulaient dans le monde entier. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré les informations que détient IRIN ou les Nations Unies, que le gouvernement congolais ne soit pas interpellé sur ce génocide? Je pense que le gouvernement congolais s'est cru rassuré et assuré par le silence de la France. Et quand je dis la France, ce n'est pas toute la France, parce qu'on a toujours tendance à globaliser la France. Mais une certaine France qui était au pouvoir à ce moment-là. Et elle a compté sur cela. Mais en réalité, les véritables acteurs sont ailleurs que dans les palais ou bien dans les ministères, ainsi de suite. C'est ce qu'on peut appeler la société civile française. Il y a eu des réactions, il y a eu des réactions, il y a eu des gens. Il y a eu des députés qui ont posé des questions, Qu'est-ce qui se passe au Congo? Comme d'ailleurs quand il y a eu pour moi l'assassinat de Kolela, il y a eu donc une députée qui a vraiment posé des questions vraies et véritables. Mais peut-être ce qu'il y a, c'est que les Congolais, c'est un reproche que je fais, les Congolais ne s'engagent pas trop dans les politiques internationales. Il y a d'autres nations, comme le Cameroun, comme d'autres pays, qui, étant à l'intérieur du système, deviennent des relais pour transmettre les informations. Vous comprenez? Et je crois qu'il faudrait corriger cela. Et donc, le Congo ne s'est pas senti inquiet, sauf que le Congo est tombé dans un piège incroyable. C'est quand j'avais sorti le livre Le génocide de Lari. Sassou s'est tellement senti dans son pouvoir, il a réuni et il a fait réunir à partir du ministre de la Communication, je crois que ça s'appelle Isin ou Lisin. Là. Vous voulez parler de M. Mongala? Mongala, oui. Ils ont réuni toute la communauté internationale présente à Brazzaville, c'est-à-dire que tous les ambassadeurs, les corps diplomatiques, ainsi de suite. Les corps diplomatiques, oui. Mais quand tu fais cela, en fait, tu te dénonces internationalement parce que ces corps diplomatiques, ils rendent compte à leurs États. Quand tu fais une conférence aussi importante, vous savez, même les États qui n'avaient pas intérêt à être au courant ont été obligés d'être au courant. C'est ce qui fait que de tous les livres que j'ai pu écrire, c'est le livre qui était devenu une sorte de best-seller, en fait. Et les éditions ont gagné beaucoup d'argent à partir de ce livre. Parce que l'information, ce n'est même pas qu'elle a fuité, elle a été rendue publique qu'il y a un génocide au Congo. Vous savez, le langage diplomatique, vous le connaissez, vous voyez. Il peut même te caresser dans le sens du poil, et cela ne les empêche pas de chercher la vérité. Ils étaient là. Ils connaissent eux-mêmes, vous voyez, les diplomates qui étaient là. Donc le Congo, s'il y a eu un impair, si je peux dire cela, c'est eux-mêmes qui l'ont commis. Même le fait d'interdire mon livre, le fait de me menacer de mort et puis de prison, tout ce qu'on veut, tout cela a rendu fragile. Et je crois que l'État congolais est devenu un État fragile par rapport à cette situation. Alors, Maître Dominique Nkunku, à ce jour, où se trouve, disons, à quel niveau êtes-vous avec cette procédure? Parce que vous disiez que vous alliez porter plainte contre le gouvernement congolais, porter l'affaire devant la CPI, la Cour pénale internationale. À quel niveau êtes-vous? Alors, il faudrait savoir que c'est une procédure assez spéciale. Donc, normalement, on informe le bureau du procureur d'une situation grave et je dirais imminente qui est en train de se produire dans une partie du monde. Et là, dans le cas d'espèce, le procureur a été saisi. Le bureau du procureur est au courant de cette situation. Maintenant, il faudrait savoir que quand on fait quand on apporte cette information au procureur, les bureaux du procureur ne nous demandent pas de faire des analyses politiques ou des analyses juridiques même. Mais le bureau du procureur demande des preuves. Nous sommes dans cette période où, au début, quand j'en parlais, tout le monde était pratiquement dans une situation de méfiance, de soupçon, et ainsi de suite. Je suis heureux parce que je constate que maintenant,
beaucoup de personnes travaillent. Je suis obligé de taire un peu la source parce qu'il y a un travail qui se fait, y compris sur le terrain congolais. Mais tout Même de même, là, vous nous rassurez que finalement, vous avez assez d'éléments, assez d'épreuves sur ce génocide, c'est cela? ah oui, surtout maintenant, il y a des remontées énormes. Je crois qu'il y a même un documentaire qui devrait se préparer, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'informations. Et puis, les gens parlent maintenant. Vous voyez, avant, ils ne parlaient pas. Maintenant, les gens témoignent. Et, et, et avant, il y avait une sorte d'ostracisme, hein, c'est-à-dire que, parce que Kunku en a parlé, tout le monde se met contre Kunku. Maintenant, je crois que l'intelligence s'est éveillée et beaucoup de gens savent bien que ce n'est pas une affaire de Kunku, comme je vais le dire, c'est l'affaire de la nation entière. Notre nation est en danger. Donc, il y a, je crois que c'était bien aussi, parce que l'avantage des procédures comme celle de la CPI sur le génocide, c'est des procédures lentes mais dangereuses. Dangereuses pour les protagonistes. Vous voyez. Pourquoi elles sont lentes? Parce qu'on prend le temps de constituer les preuves. Et c'est ça qui intéresse la Cour pénale internationale. Et actuellement, il y a beaucoup de preuves qui remontent. Il y a même des photos. Il y a, tout à l'heure, je venais de recevoir d'ailleurs de Médecins sans frontières. Vous savez, on a fait il y a un rapport très important que peut-être les Congolais ne connaissent pas. C'est un rapport qui parle des viols de femmes particulièrement. Mais Dans le département du Pôle. exactement, exactement. Donc, c'est pourquoi je disais que les informations se sont beaucoup transmises. Et Irine a continué le travail sur ce problème-là. Il n'y a pas qu'Irine. Il y a maintenant même les organes congolais, hein, les droits de l'homme eux-mêmes qui travaillent là-dessus. Vous voyez, il y a des témoignages qui deviennent spontanés. Parce qu'il y a des villages où on ne va même plus, la femme ne peut même plus aller dans son champ sans courir le risque de se faire violer. Et il n'y a pas que cela. Actuellement, on constate qu'il y a une sorte de scolarisation à triple ou même 4 vitesses au Congo. Et les enfants, Larry, et là je crois qu'on peut dire les enfants du pôle, ne vont plus à l'école comme les autres qui vont à l'école normalement. Ils n'ont, la plupart, quand vous allez dans les quartiers sud du Congo, de Brazzaville et peut-être même de Pointe-Noire, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'écoles sont des écoles privées, donc il faut payer. Or, les enfants, les parents étaient paupérisés, ils sont devenus pauvres, donc ils ne peuvent même pas payer. Et je crois que c'est à Mbamou, j'ai appris qu'il y a une institutrice qui, je pense, qui prend du CP jusqu'au CM2. Mais quel génie peut-elle avoir pour Est-ce réussir que, ça? quand je vous entends parler, maître, est-ce dire que finalement, le génocide continue, mais cette fois-ci, il est probablement silencieux, c'est cela? Ou bien ça Oui. s'est arrêté? Non. Moi, d'ailleurs, j'ai parlé du génocide de Rampant. Et c'est celui-là qui est le plus dangereux parce que maintenant, il ne peut plus, depuis la sortie du livre, depuis que nous avons été à l'EPU à, à Genève, vous voyez, quand le Congo a nié le génocide là-bas, a nié également, a refusé les enquêtes, je vous en ai parlé la dernière fois, l'enquête internationale, le Congo ne peut plus se permettre de faire une sorte de razzia, de guerre publique comme il le faisait, Sassou, de manière assez vantard. Ostentatoire, oui. Voilà. Et donc maintenant, le génocide est devenu un génocide rampant. Et il est plus dangereux, le génocide rampant. Parce que c'est un génocide qui ne dit pas son nom. Quand par exemple les enfants ne vont pas à l'école, quand vous regardez la liste des admis au bac, la dernière fois, j'ai regardé la liste des admis au bac. Horrible. Il y a même une personne de Oyo qui me disait, elle a fait une formation générale, oui, une formation générale. Et finalement, vous savez ce qu'elle a eu comme bac? Il a eu le bac comptable. Elle est fait le lien.
aller faire le lien. La comptabilité, c'est quand même une petite technique, même si ce n'est pas une technique élaborée. Il faut savoir au moins ce que c'est qu'un compte, savoir ce que c'est qu'un débit, savoir ce que c'est qu'un bilan. Vous voyez? Mais quand tout d'un coup, la personne disait, mais j'ai raté mon bac général et finalement j'ai eu un bac comptable. Très bien, on sait bien. Oui, ça prête à sourire, non? Alors, maître, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. En un mot, à quand pourrait finalement être déposée la plainte en tant que telle? Et qui sont concernés? Ben, Les prétendus coupables, qui sont les prétendus coupables? D'abord, je pense que euh, nous attendons, je ne suis plus seul, surtout que je suis très engagé politiquement pour la cause congolaise. J'ai donc demandé à des confrères, pas seulement des Congolais, mais aussi, et puis j'appelle aussi tous les Congolais avocats, ceux qui sont intéressés par la cause, de pouvoir se rapprocher, de s'unir pour qu'on puisse aller vraiment à l'essentiel, pour qu'ils puissent participer, défendre leurs parents. Mais justement, il y a beaucoup de remontées, il y a des Français, il y a des Espagnols qui sont très intéressés. Et je crois qu'il y a un groupe, un pôle d'avocats qui est en train de se constituer pour cela. J'attends pour déclencher la deuxième phase, c'est-à-dire que le dépôt de toutes les preuves sur le bureau du procureur. J'attends 2 ou 3 enquêtes qui sont en train de se mener, qui se mènent aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'extérieur du Congo. Vous voyez? Et bon, je pense que selon les informations que j'ai, d'ici le mois d'août, toutes ces informations seront rassemblées. Aussi bien ces témoignages, aussi bien ces montages, ces vidéos, toutes ces choses-là, rassemblées. Ceux qui en ont, je leur appelle aussi de me contacter pour qu'on puisse saisir, mais en continuité, puisque la plainte existe déjà. Elle est déjà, comme je vous ai dit au début, sur le bureau du procureur. Donc, pour apporter les preuves, disons, indestructibles, des preuves sérieuses, de telle façon que nous demandons que la procédure. Et puis il y a aussi des États. Nous faisons aussi un lobbying des États qui de plus en plus ont compris qu'il y a vraiment un danger. Oui, mais qui sont donc les présumés coupables? Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été identifiées ou c'est le gouvernement en tant que tel, le gouvernement non, non, congolais? non. Non, 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 non. Dans ces histoires du génocide, on ne parle pas en termes de généralité. Ce n'est pas dire l'Assemblée nationale a fait cela, le gouvernement a fait cela. Non, c'est des individus. Et les individus parmi lesquels il y a Sassou, bien entendu. Il y a Sassou qui est un génocidaire né. Hein. Donc, évidemment, il ne va pas échapper. Et il faut qu'il sache que, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il avait envoyé Bouba aller plaider là-bas quand il y a eu ça doit être le centenaire, c'est plus quel anniversaire du traité de Rome, est allé sans vergogne dire, écoutez, quand je parle il y a un président soudanais qui avait été, vous savez, condamné. Et il dit, mais quand je parle de ce président-là, en fait, je pense aussi à Sassou Nguesso. Donc, sous-entendu, Sassou se reconnaît déjà comme étant un criminel génocidaire. Mais il n'y a pas que Sassou. Toutes les personnes, même, vous savez, quand il y a eu au Rwanda, même les gens qui, à la radio, faisaient la publicité, faisaient ainsi de suite, c'est des gens qui ont été appelés devant la cour, devant le tribunal. Et des gens comme les uns dont on parlait tout à l'heure, Les Thierry Mongala? les Mongala, là, les gens qui ont fait, celui qui est Premier ministre actuellement, qui a fait un livre. Anatole Coliné Bakosso? Ben oui, après il s'est tué, puisque quand j'ai sorti le deuxième livre, Congo, le sang et l'or du génocide, j'ai dit, écoutez, si le Congo vraiment, si le génocide du Congo est un génocide imaginaire, mais dans ces cas, allons-y, allons ensemble. Dans ces cas-là, ben, ouvrons les portes pour qu'il y ait des enquêtes. Actuellement, vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé des charniers qui existent au Congo. Et le Congo pense que c'est charniers. La dernière fois, on a dit que c'était les gens qui étaient sans ressources, qui étaient dans comment on appelle ça, les morgues. C'est de la plaisanterie, et qui en se moquent.
Donc, les gens qui sont impliqués, c'est les gens comme les Ntoumi. Ntoumi, il vend son bois, il vend les planches, il Dans vend ce tout cela. contexte-là, Ntoumi n'est-il pas victime? Il est aussi Ah une ben, personne suspecte. à lui de se défendre. Il s'est prêté à un jeu, il en a tué aussi les gens. Oui. Donc, quand vous êtes, on vous donne un rôle, si vous refusez ce rôle, mais il y a aussi les généraux de l'armée. Il y a aussi les généraux de l'armée. Il y a aussi toutes ces personnes qui ont contribué et qui continuent à contribuer à développer ce génocide. Ces personnes vont être appelées à la barre. Et ce que je leur dis, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le crime du génocide est un crime imprescriptible. Et ils peuvent jouer avec comme ils veulent. Ils peuvent aller dans les pays étrangers, ils peuvent, mais à un moment donné, tout cela va s'arrêter. On est sur la pente glissante de ces criminels. Et je veux qu'ils comprennent que, de toutes les façons, ce collègue-là, je crois qu'il avait dit, quand le livre est sorti, il avait dit, mais vous savez, hein, ces gens, les Larry, s'ils prennent une affaire en main, ils vont jusqu'au bout. Et en ça, il avait raison. La fin du génocide, moi, je ne fermerai pas les yeux avant qu'elle soit véritablement établie. Les faits sont là. Les faits existent. Maintenant, il faut mettre l'action en route. Et avec les preuves qu'on va ramener, cette action, elle sera mise en route. Donc, toutes leurs plaisanteries, tout ce qu'ils font là, président de machin, pardonnez-moi, vraiment, président de machin, ministre de ceci, ministre de cela, ils peuvent se déguiser en peau de léopard comme ils veulent, mais nous savons, comme on dit, nous savons qui ils sont et personne ne va échapper. Personne. À moins qu'ils se suicident avant, bon, ça c'est possible aussi. Hein, bon. Je leur Ok, laisse ce merci, choix-là. merci, maître Dominique Nkunku. Personne ne va échapper et la machine est déjà en marche. En tout cas, merci d'avoir été encore avec nous, maître Dominique Nkunku, et surtout d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, hein, je ne cesserai de vous le répéter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous très bien. Merci. Moi, je vous remercie beaucoup et surtout, bravo pour votre courage. Que Dieu vous Merci, maître protège. Dominique Nkunku. Je vous en prie.